Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette rencontre qu'organise la CEI, l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive. Et comme d'accoutumé, nous rencontrons chaque fois un nouvel invité. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer Anselme. Il se présentera au moment propice, mais d'ores et déjà, je voudrais vous annoncer qu'aujourd'hui, il va nous parler d'une thématique très importante euh, puisqu'elle s'adresse à la question du programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant connu sous le sigle PIPNPE, très long quand même pour lire. Donc, il s'agira de comprendre comment est-ce que on peut aborder cette phase très importante de la profession enseignante. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons accueillir notre invité. Bonjour Anselme et bienvenue à cette rencontre. Bonjour Richard, merci pour l'accueil. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté cette invitation parce que nous vous savons très occupé en cette fin d'année en tant que directeur d'une école dans l'Ontario, bien que tous les enseignants soient déjà en congé, vous qui vous occupez de la direction, vous êtes encore occupé. Mais je ne vais pas aller très vite en besogne. Je voudrais vous donner le temps de vous faire connaître à nos téléspectateurs. Merci beaucoup si vous pourriez le faire. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Et je vais commencer par remercier déjà cette initiative qui permet à chaque fois de nous informer, d'informer le public, d'éduquer les personnes et de donner aussi des astuces et beaucoup d'autres leçons et des choses qui aident les gens à cheminer dans cette belle profession qu'est l'enseignement et l'apprentissage des élèves. Donc, je m'appelle Anselme Kenyé. Je suis un enseignant agréé de l'Ontario depuis juin 2015. Donc, ce qui m'a permis d'être enseignant de mathématiques et des sciences à l'école secondaire catholique Sainte-Famille à Mississauga, dans le conseil scolaire catholique Mon Avenir. Présentement, j'occupe le poste de directeur adjoint dans la même école. Et depuis janvier 2022, j'ai obtenu un mandat pour siéger dans le comité des appels aux inscriptions à l'ordre des enseignants et enseignants de l'Ontario, et ce qui me permet d'apporter ma petite contribution à la gouvernance de l'organisme qui gère la profession enseignante dans notre province. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez un parcours très intéressant, commençant depuis votre formation en 2015 et puis cheminant aujourd'hui au niveau de la direction. Ça montre quand même beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup de confiance de la part aussi de l'employeur pour vous donner de l'espace pour mieux le servir. Donc, merci beaucoup. Alors, nous allons donc aller au vif du sujet. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant? Qu'est-ce que c'est? Merci pour la question. Dans le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, c'est une initiative provinciale dont le but principal est d'appuyer le personnel enseignant, d'appuyer les nouveaux enseignants et de les permettre de se perfectionner. Et on sait très bien que lorsqu'on choisit d'être un enseignant, on doit se donner tous les moyens d'être en mesure d'apporter un apprentissage de qualité pour répondre aux besoins de nos élèves afin d'assurer leur croissance, leur bien-être, leur sécurité et leur développement. Donc, voilà pourquoi ce programme est mis sur pied. Et ça permet surtout, je dois répéter ceci, parce que parfois on pense que c'est comme une évaluation qui permet de mettre en échec des personnes, mais c'est là pour appuyer le nouveau personnel enseignant pour lui permettre de se perfectionner davantage. Globalement, c'est ça. Si je peux être plus simple, c'est ça. Ce serait ça. Merci beaucoup. Donc, c'est justement
un programme qui a pour objectif d'amener l'enseignant à se perfectionner. Quels sont les points sur lesquels l'enseignant a besoin de se perfectionner ou de manière globale, quels sont les points dans lesquels les enseignants ont souvent des difficultés et ont besoin de ce perfectionnement? Déjà, je dois dire que ce système d'évaluation, en fait, est un peu plus large, comporte deux volets. Le volet dans le système d'évaluation des enseignants concerne le personnel débutant. Le deuxième volet, c'est pour le personnel chevronné. Donc déjà, c'est très important de comprendre que ce système est mis sur pied pour permettre vraiment, parce qu'à tout moment, lorsqu'on enseigne, ou bien lorsqu'on est responsable de l'apprentissage des élèves, on doit être en mesure de se remettre en question de temps en temps. On doit être ouvert aux rétroactions de savoir est-ce que ma pratique est efficace, est-ce que je peux améliorer. Et nous savons très bien que nous sommes dans un domaine qui est changeant. L'éducation, c'est un domaine qui évolue tous les jours, de par la qualité des apprenants qui est variable. On parle actuellement de la variabilité des apprenants, mais on parle aussi de la variabilité des outils technologiques, des stratégies, de la conception universelle de l'apprentissage, qui sont autant d'éléments qu'on doit toujours penser, se mettre à jour pour être capable de répondre aux besoins d'apprentissage des élèves. Donc, si on comprend ceci dans un contexte global comme ça, on est en mesure d'accepter que l'évaluation fait partie du cheminement de toute personne qui commence une profession et encore plus dans notre profession qui est l'enseignement. Bon, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la progression normale de tout professionnel qui œuvre dans le milieu de l'éducation et de l'enseignement en particulier, parce qu'on est en train de parler dans le cadre de l'enseignement. Donc, ce système, il est très important pour une personne qui débute dans la profession de comprendre d'abord ce système, parce qu'il y a beaucoup d'éléments clés qu'il faut connaître et savoir comment le système va fonctionner, sur combien de temps, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, parce qu'en tant que nouvel personnel enseignant, on a aussi des responsabilités vis-à-vis de cette évaluation. On n'a pas que des droits, mais on a aussi des responsabilités. Donc, je peux entrer en détail. Je ne sais pas s'il y a des questions qui vont me permettre d'aller plus en détail. Oui, justement, on en a. Très vite, j'aimerais, par exemple, savoir comment se préparer à l'évaluation. Ouais. OK. Donc, comme je disais, l'évaluation, le programme PIPNPE, c'est un processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui commence doit déjà s'attendre dans les 12 premiers mois où il obtient un poste permanent dans un conseil scolaire financé par les fonds publics de l'Ontario. Il doit s'attendre que dans les 12 premiers mois, il doit être évalué dans le cadre de ce processus. Donc, ce n'est pas la veille de l'observation en salle de classe, de cette évaluation proprement dite, qu'on se prépare. Dès la rentrée, la direction d'école notifie toute personne qui doit être évaluée, qu'elle sera évaluée pendant l'année. Donc, préparation qui est sur le long terme. Et à ce moment, le nouvel enseignant se voit assigner un mentor. C'est l'une des choses que la direction va faire, c'est qu'il va permettre que le nouvel enseignant ou la nouvelle enseignante ait un mentor qui est généralement une enseignante ou une enseignante chevronnée et de l'expérience qui sera en mesure d'apporter un appui, un accompagnement à la personne qui doit être évaluée pour lui permettre de cheminer vers cette évaluation. Donc ça, c'est le. Deuxièmement, lorsqu'on est notifié qu'on doit être évalué, il y a des étapes. Il y a des étapes. La première étape formelle, après être notifié, c'est ce qu'on appelle les rencontres d'observation. D'embuscade, le nouvel enseignant va être invité à une rencontre avec sa direction d'école qui est responsable de l'évaluer pour lui parler de cette observation qui va avoir lieu. Lui dire quels sont les critères d'évaluation, quels sont les énoncés de compétences, les exemples pour s'attendre à toi. Suite à ça, la direction va fixer une date pour l'observation en salle de classe. Et le jour de l'observation, la direction vient faire son observation pendant que l'enseignant enseigne sa leçon, comme d'habitude. Ensuite, va le rencontrer dans ce qu'on appelle la rencontre d'après l'observation pour discuter avec lui de ce qu'il a observé, des éléments qui étaient excellents, qui étaient très bons,
et de ce qu'il a vu comme des choses qu'on peut encore améliorer, etc. Ensuite, à cette rencontre après l'observation, la direction va rédiger un rapport sommatif. Le rapport sommatif, c'est un document officiel dans lequel il y a les énoncés de compétences avec les descripteurs et les observations que la direction a pu observer. Et ce rapport va être soumis au nouvel enseignant qui doit lire et apposer sa signature afin que la direction de l'école puisse envoyer le rapport au conseil scolaire. Le conseil scolaire, à son tour, va envoyer à l'ordre des enseignants pour signifier que la personne évaluée a eu satisfaisant. Intéressant. Toute une longue procédure qui dénote justement de tout le sérieux qu'on met pour assurer une éducation sérieuse des élèves en Ontario. Mais j'aimerais pousser un peu ma curiosité. Ça, c'est dans le cas où c'est favorable. Comment ça se passe-t-il quand ce n'est pas favorable, quand l'enseignant ne réussit pas, ou bien on passe toujours l'évaluation? Et avant d'arriver au résultat possible qu'on peut avoir lorsqu'on est nouvel enseignant, peut-être, je ne sais pas si tu me permets, qu'on essaie peut-être d'aller dans chaque étape. Oui, avec plaisir. On a plusieurs cas de figure qui peuvent arriver. Donc, je dois déjà préciser que le nouvel personnel enseignant dans le cadre du PIPNPE doit avoir 2 évaluations. Et sur ce programme, les 2 évaluations doivent être satisfaisantes. Il doit avoir satisfaisant dans les 2 observations, ce qu'on appelle généralement évaluation. Il doit avoir une note de satisfaisant. Si les 2 évaluations sont satisfaisantes, comme je vous ai dit, la communication est donnée à son employeur qui est le conseil scolaire et puis l'ordre va mentionner dans son certificat de qualification et de compétences programme d'insertion du nouveau personnel enseignant et mentionner l'année d'obtention de réussite de ce programme. Depuis 2006, ce programme existe. Toute personne qui le passe doit avoir la mention dans son certificat de l'ordre des enseignants de l'Ontario. Donc, la première observation, si on a un satisfaisant par exemple, et à la deuxième, on a un insatisfaisant, il y a la possibilité de faire une 3e évaluation. Je dois noter aussi que l'enseignant lui-même peut demander une autre évaluation, mais on peut l'évaluer une 3e fois, juste toujours pour s'assurer de l'accompagner. Parce que lorsqu'on a un insatisfaisant, par exemple, la direction d'école a le devoir de mettre un plan de perfectionnement sur pied. Ça veut dire que les raisons pourquoi ça a été insatisfaisant doivent être vraiment explicites et observables. C'est la raison pour laquelle il y a toute une grille d'évaluation. Ça doit être des raisons discutées avec l'enseignant. Et ce sont des points sur lesquels l'enseignant doit travailler pour s'améliorer. Une fois qu'on a détecté quelles sont les habiletés sur lesquelles on a besoin d'appui, l'enseignant a besoin d'appui, on va élaborer un plan de perfectionnement pour l'aider à développer ses habiletés et démontrer cela dans une prochaine évaluation afin d'avoir le satisfaisant. Donc, le but dans le fond, c'est juste d'accompagner l'enseignant pour avoir satisfaisant dans les 8 énoncés de compétences sur lesquels il est évalué. Parce que lorsqu'on est enseignant débutant, on est évalué sur 8 compétences. Et lorsqu'on est enseignant chevronné, donc tous les 5 ans, on est évalué sur 16 compétences. Et je dois préciser que ces énoncés de compétences découlent des normes d'exercice de la profession enseignante. Donc, les normes sont au nombre de 4 ou 5, je pense. Donc, c'est ça, l'engagement auprès des élèves et leur apprentissage, c'est l'une des normes que l'on a évaluées. Les connaissances professionnelles, la pratique professionnelle, le développement, le perfectionnement professionnel continu, les chiffres dans les communautés d'apprentissage. Dans ces énoncés de compétences, il y a les descripteurs. Par exemple, quand on parle d'engagement auprès des élèves, il faut qu'on soit en mesure d'observer que l'enseignant traite, par exemple, les élèves avec respectueusement et équitablement, l'enseignement de l'empathie et est sensible à la variabilité des apprenants et aux différences qu'il peut avoir entre les élèves. Donc, ceci touche les éléments de la différenciation, par exemple. Chose que si tu fais une leçon qu'on t'observe, on doit pouvoir voir que si tu as un élève qui a peut-être un trouble de la vision, que tu as fait un petit effort pour l'accommoder. Ouais. C'est des choses qu'on fait déjà. Donc, c'est pour ça que c'est des gros mots qui dénoncent, qui expliquent ses compétences, mais en réalité, c'est des choses que tout le monde fait déjà. Et il est très important que dès le début, l'enseignant débutant ait ses compétences devant lui et chaque jour
de discuter avec son mentor à propos de ce qu'il fait en salle de classe et le lien qui existe entre sa pratique en salle de classe et ses compétences, dans le but de travailler ça depuis le mois de septembre jusqu'au jour où il va être observé en salle de classe. Très intéressant. Donc, ce sont des pratiques en réalité habituelles, usuelles. Ce n'est pas juste pour rassurer nos téléspectateurs, ce n'est pas du papier crayon où on doit bûcher et restituer, mais c'est beaucoup plus sur l'habitude, l'attitude, le comportement de l'enseignant envers ses apprenants, mais aussi de manière globale envers son métier, ses collègues. Ça nous donne de voir un peu plus clair de quoi il est question dans ce programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant PIPNPE, dont le nom kilométrique fait peur à plus d'un enseignant ou tout au moins à plus d'un futur enseignant, parce que quand on est déjà dans le métier, on s'aperçoit que ce n'est pas si affreux que ça. Tout au moins, en vous écoutant, peut-être c'est vos explications qui rendent cela beaucoup plus digeste. Vous avez mentionné le rôle d'une personne clé, le mentor. En dehors de cette phase-là d'écoute, d'explication au début, comment est-ce que le mentor peut contribuer à la réussite d'un nouvel enseignant quand il est confronté justement à cette évaluation initiale et puis en tant qu'ancien chevronné? Monsieur Richard, le plus souvent, très souvent même ce qui arrive, c'est que le nouveau personnel enseignant vient avec parfois des connaissances déjà acquises, des choses qu'il sait déjà faire. C'est important d'avoir une collaboration étroite avec un mentor qui est le plus souvent quelqu'un qui donne de son temps. Ce n'est pas rémunéré parce que les gens pourraient penser que c'est quelqu'un qui se dit volontaire pour accompagner une nouvelle personne qui vient d'arriver, apporter son appui, être là pour répondre à ses questions, être là pour lui faire des rétroactions, être là pour aussi écouter la nouvelle personne qui est enseignante. Parce que tout le monde apprend. C'est un métier où on est constamment en train d'apprendre de nouvelles choses. Donc, avec le mentor, le nouveau personnel enseignant va collaborer dans ce sens que il peut, par exemple, en travaillant avec son mentor, demander que son mentor l'observe pendant qu'il enseigne. Parce que, comme vous le savez, on peut être en train de faire une leçon en salle de classe, mais on ne se voit pas. Mais s'il y a un troisième œil qui nous voit, cet œil est en mesure, par exemple, de nous faire une rétroaction. Ça peut être sur l'aménagement physique de la salle de classe, ça peut être sur même son ton de voix, ça peut être sur les approches qu'on utilise. Le mentor, c'est quelqu'un qui est là pour t'accompagner et te dire, OK, telle chose, tu as fait, c'est très bien, pour te valoriser aussi, les points qui sont bons. Et les points qui sont à améliorer aussi, ton mentor vous pouvez ensemble travailler pour améliorer cela. Le mentor, c'est aussi une personne qui peut faciliter ta compréhension ou ton utilisation du programme cadre, du curriculum, comment planifier une leçon. Vous pouvez faire de la coplanification ensemble. Vous pouvez faire du co-enseignement. Ça veut dire que quelqu'un qui a déjà fait ça pendant des années, il peut planifier le son avec toi qui est nouveau. Vous allez en classe, vous co-enseignez. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais un mentor qui faisait du co-enseignement avec moi. Parce que moi, déjà, je dois peut-être revenir encore sur mes expériences. J'ai eu une formation en enseignement au Cameroun. Donc, j'ai enseigné pendant des années dans notre pays avant d'arriver ici. Mais j'ai senti le besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide pour enseigner, pour que je comprenne les approches qu'il faut utiliser. Je me dis, OK, j'ai été formé, j'ai fait un stage et tout, je vais entrer en salle de classe, je vais enseigner. Il y a une approche qui dépend, qui peut être influencée par la culture, qui peut être influencée par la variabilité, comme je disais tantôt, de nos élèves, qui n'est pas la chose qu'on a vue ailleurs. On a parfois besoin de quelqu'un pour nous dire ce qu'on fait qui est bien et les choses sur lesquelles on va améliorer. C'est en ce sens que le mentor est très, très utile. Le mentor, c'est une personne ressource sur laquelle on peut s'appuyer dans les bons moments, comme dans les moments où on rencontre des défis.
afin d'avoir ses conseils, afin de lui poser ses questions, afin d'être mieux préparé lorsqu'on va en salle de classe ou lorsqu'on va même être évalué. Donc, son rôle est vraiment quelque chose de très, très important. Et même jusqu'aujourd'hui, dans la fonction que j'occupe aujourd'hui, j'ai un mentor, j'ai des mentors. C'est toujours très important d'avoir des mentors qui sont des personnes expérimentées. Très intéressant de savoir ce qui se passe derrière les rideaux, parce que nous, on voit seulement la personne en avant, mais on ne sait pas quel est tout le système, toute l'équipe qui la soutient derrière. Et je crois que tout cela renforce le sérieux de ce noble métier qu'est l'enseignement. Et vous avez aussi en plus du rôle du mentor, vous avez évoqué le rôle du directeur ou de la direction de manière globale. Et aujourd'hui, vous êtes justement du côté de la direction. Pourriez-vous nous en dire un peu plus pour savoir comment ça se passe pour accompagner l'enseignant face à son évaluation? C'est-à-dire, qu'est-ce que la direction fait en plus de ce que le mentor fait? On imagine justement que le mentor est là, mais est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de la direction ou bien la direction n'est pas impliquée? Bien sûr que la direction est impliquée parce que la direction d'école est d'abord la personne responsable d'effectuer l'évaluation en salle de classe. Donc, la personne qui est aussi impliquée au premier plan. OK. Donc, la direction a pour devoir déjà d'établir un calendrier d'observation parce qu'il arrive parfois qu'une direction, pendant une année scolaire, a plusieurs personnes à évaluer. Les années, nous avions eu près de 30 enseignants à évaluer pendant l'année. Donc, ça prend de s'organiser à établir un calendrier qui accommode tout le monde parce que c'est vrai qu'on peut fixer juste une date, mais c'est très important de consulter l'enseignant, de lui proposer des dates afin qu'il choisisse une date qui va aussi être favorable à lui ou à elle. Ensuite, la direction a aussi pour devoir, a aussi pour rôle la direction apporte son appui en trouvant déjà le mentor pour la personne. Et ensuite, la direction va coordonner tout ce qui se passe avec le mentor. La personne évalue aussi le droit de poser des questions à la direction, de lui poser des questions en ce qui concerne les critères sur lesquels il va être évalué. En ce moment, la direction doit lui expliquer les critères, peut lui prendre des exemples pour qu'il comprenne vraiment. Lorsqu'on parle de communication avec les collègues ou les parents, c'est quelque chose qu'on va observer. En quoi ça concerne? Quel est l'exemple d'une communication correcte lorsqu'on est un enseignant? Donc, ça veut dire que la direction est là pour répondre aussi à ce genre de questions. Parce qu'il y a des questions que le mentor peut peut-être ne pas répondre. Dans ce cas, on se replie sur la direction. Le plus simple et le plus mieux de s'appuyer sur la personne qui va t'évaluer pour comprendre comment le processus va s'effectuer. La direction supervise le tout en dessous, est responsable de préparer la personne qui a enseigné, qui va être évaluée jusqu'à l'évaluation. Elle va aussi s'occuper de faire des rencontres préalables, des rencontres d'après l'évaluation, de rédiger le rapport sommatif et de discuter avec la personne évaluée de ce rapport sommatif pour qu'elle comprenne les implications. Et ça aussi, c'est en conformité avec des lois parce que l'évaluation est dans la loi sur l'éducation et elle doit respecter aussi les limites de temps parce que ce n'est pas au mois de novembre qu'on va annoncer à quelqu'un qu'on va évaluer en décembre. Donc, dès la rentrée en septembre, je crois que c'est un délai de 20 jours qui doit être notifié. C'est aussi ce que la personne évaluée doit savoir. Et après avoir observé en salle de classe aussi, il y a un délai de 20 jours pour produire le rapport sommatif. Et lorsque le rapport est remis à la personne enseignée, elle a 5 jours pour accuser réception. Parce que la personne qui est évaluée peut aussi dire non, je n'accepte pas la note que tu m'as attribuée. Parce que la direction est responsable d'attribuer la note et d'expliquer. Donc, le rôle est vraiment global. Elle s'occupe de tout ça, de tout le processus. Et elle est redevable à son conseil scolaire, qui est l'employeur, d'avoir effectué ces évaluations et de rendre compte. L'un des rôles aussi très important et indispensable, qui fait même partie de l'essence même du perfectionnement professionnel qui est en dessous de l'évaluation du nouveau personnel enseignant. La direction est responsable d'élaborer un plan de perfectionnement.
Ça veut dire que si on observe un nouvel enseignant et qu'on trouve qu'il y a beaucoup de points à améliorer, établir un plan, c'est écrit, ce n'est pas juste des paroles que, écoute, tu dois mettre la technologie dans ton enseignement, non. Il faut établir un plan dans un cycle d'amélioration. Parce qu'un plan, c'est avec des étapes. Et en discutant avec la personne évaluée, ce plan est établi, il respecte le plan. Après, on le réobserve encore pour voir si les éléments sur lesquels il devait travailler ont eu de l'amélioration. Donc, la direction aide vraiment la personne évaluée à cheminer vers une évaluation avec succès. Contrairement à ce que certains pensent souvent, aucune direction ou aucun membre de l'administration scolaire n'a un profit de faire échouer un enseignant dans une évaluation du rendement. Le but est vraiment d'améliorer comme on dit souvent, que le but de l'évaluation des élèves, c'est d'améliorer leur rendement. Le but de l'évaluation chez le membre du personnel nouveau, c'est d'améliorer, de le faire cheminer, d'améliorer, de le perfectionner. Et en fin de compte, ce qu'on veut, c'est le rehaussement de l'apprentissage des élèves. Parce que c'est ça qui est l'élément clé. Donc, pas de crainte à se faire. Pas de crainte à se faire. C'est vraiment d'être ouvert d'esprit, de savoir déjà dès le début qu'on va être évalué et de prendre les mesures nécessaires pour communiquer avec son mentor, poser des questions et afin de pouvoir être vraiment préparé et outillé. Okay. Merci beaucoup. Merci. Nous cheminons déjà vers la fin de cette rencontre. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de vos futurs collègues ou à l'endroit de tout éventuel téléspectateur qui serait intéressé par la profession d'enseignant? Oui, merci de me donner cette opportunité. Mais si j'avais quelque chose à dire à toute personne qui est intéressée à enseigner, c'est que c'est beau. Il n'y a aucune crainte. Nous sommes dans un processus d'apprentissage continu, tout le monde. Il n'y a pas de personne parfaite dans ce domaine. Nous avons ensemble le but de faire apprendre les élèves et de les faire réussir pour être des membres actifs de la société canadienne. Alors, on doit être ouvert d'esprit pour apprendre davantage et se laisser guider lorsqu'on est nouveau. Merci beaucoup, Monsieur Anselme, pour votre temps. Vous étiez notre invité et vous nous avez parlé du programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant PIPNPE et vous nous avez donné l'étape comment procéder pour passer cette évaluation importante dans le perfectionnement de l'enseignant. Merci beaucoup. Merci aussi à nos téléspectateurs qui ont pris leur temps pour nous suivre. Nous vous disons merci au nom de la CEI ainsi que de tous ceux qui travaillent dans l'arrière-plan pour vous faire parvenir cette émission. Merci beaucoup.